Claude Guéant, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie, c'est un plaisir. Claude Guéant, nous commençons toujours cette émission par une citation. Et pour vous, qu'on surnommait le cardinal, j'ai choisi Richelieu, un grand réformateur qui écrivait « Avec 2 lignes d'écriture d'un homme, on peut faire le procès du plus innocent ». Qu'est-ce que vous évoque cette citation ? Je dirais que le cardinal de Richelieu avait déjà sans doute raison à son époque, mais cette citation vaut encore plus aujourd'hui. À l'époque des fake news, des citations tronquées, on voit bien que des procès sont faits à tout le monde, qui sont extrêmement faciles à conduire et qui vous clouent au pilori un homme, alors que ces déclarations n'ont rien à voir avec ce qu'on prétend qu'elles ont été. C'est, je crois, un dévoiement qui s'est accentué avec les moyens modernes de communication, auquel il faut être extrêmement vigilant. Alors Claude Guéant, vous avez été considéré comme l'homme le plus puissant de France. Vous avez été préfet, bien sûr, secrétaire général de l'Élysée, ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. On vous surnommait le cardinal. Alors pour quelle raison ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Écoutez, ce n'est pas moi qui me suis trouvé cette désignation. Je ne sais pas exactement pour quelle raison on m'a désigné ainsi. C'est lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur, j'y ai passé de longues années au cabinet à la Direction générale de la police nationale. Et je pense que c'est parce qu'on notait en moi une volonté constante, inébranlable de réformer, d'agir. Et puis en même temps, ce qui peut-être s'accommode assez bien avec les vertus cardinalistes, une égalité de ton et d'humeur, un peu ecclésiastique peut-être. Alors justement, moi je me suis dit parmi les 3 cardinaux auxquels on pense, il y a le cardinal de Rais, qui était un frondeur, qui était un agitateur, qui avait une plume très très acérée. Il y avait Mazarin, qui était plutôt connu pour des affaires un peu troubles et pour autant avoir également réformé le pays. Et puis Richelieu. Alors, auquel de ces cardinals vous référez le plus ? Si le choix m'est donné, je me réfère au cardinal de Richelieu pour 3 raisons. La première, c'est qu'effectivement, il a été un réformateur infatigable. La deuxième raison, c'est qu'il a consolidé l'État et il a aussi affermi l'unité nationale. Et je crois que ces 2 derniers impératifs restent tout à fait d'actualité d'ailleurs. Ça s'inscrit de façon permanente dans la nécessité des affaires publiques. On pense à la prise de La Rochelle en particulier, l'idée de prendre les citadelles intérieures. Est-ce que finalement, vous n'auriez pas pu avoir la main plus ferme quand vous étiez ministre, justement, sur les séparatismes qui se sont beaucoup développés depuis ? Est-ce qu'il aurait fallu la main aussi ferme que le cardinal de Richelieu ? Oui, vous avez raison. Il a, d'une certaine façon, lutté contre les séparatismes, les féodalités. C'est tout à fait certain qui existait à l'époque dans notre pays. Je dois dire qu'on aurait pu faire davantage. Cela étant, n'ignorons pas non plus à quelle vitesse les choses vont. J'ai été ministre de l'Intérieur en 2011 et en 2012. J'ai quitté mes fonctions en 2012, en mai 2012. À l'époque, Daesh n'existait pas. Souvenons-nous de ça. Bon, je ne fais pas d'assimilation entre séparatisme et Daesh, mais il n'empêche que c'est dire que les choses vont très très vite. Cela étant, il y avait déjà des communautarismes, je préfère appeler ça comme ça, plutôt que des séparatismes, d'autant que certaines formes de communautarisme ne veulent pas se séparer, mais veulent au contraire conquérir, dominer, c'est ce qui est encore plus grave. Et j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'aurais dû faire davantage. Je n'ai pas bénéficié de la durée non plus. Vous êtes le fils d'un employé d'une entreprise de transport et d'une institutrice. Est-ce que vous êtes l'un des derniers exemples de véritable méritocratie ? Vous avez passé l'ENA, je le précise. Ce que vous évoquez là, c'est la question de la diversité sociale, géographique, ce qui est très important, intellectuelle.
dans le recrutement des hauts fonctionnaires. Lesquels hauts fonctionnaires, d'ailleurs, ne sont pas recrutés que par l'École nationale d'administration, mais aussi par un certain nombre d'autres grandes écoles, Polytechnique, l'ENSAE, etc. Et c'est une question qui se pose depuis toujours. Et l'ENA, d'ailleurs, avait été créée pour mettre un terme à la répétition des dynasties de la fonction publique. Disons, on était conseiller d'État de père en fils pendant des années et des années. Si j'en crois Patrick Gérard, l'actuel directeur général de l'École nationale d'administration, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la diversité de recrutement depuis quelques années. Il n'empêche qu'il faut faire encore davantage. Je me souviens d'une expression de Nicolas Sarkozy qui s'était attelé au problème de la diversité du recrutement à l'école polytechnique. Il avait dit une phrase qui m'est restée gravée en mémoire parce qu'elle était très forte et tellement vraie. Il avait dit l'école polytechnique recrute ses élèves seulement dans 10% de la population. Ça veut dire qu'elle se prive de 90% des talents de notre pays. Donc il faut faire mieux. Alors je ne crois pas que ce soit par la multiplication des filières de recrutement qu'il faille faire cela, mais il faut le faire de deux façons. La première façon, c'est de préparer ceux qui ne sont pas facilement dans le moule, parce qu'ils sont provinciaux, par exemple. Je crois que le clivage entre la province et Paris, c'est le souvenir que j'ai gardé. Moi, j'étais provincial, vous auriez pu le dire, et pas parisien, était extrêmement fort. Parce que les Parisiens avaient leurs habitudes, ils avaient leurs relations, etc. Et le provincial, modeste en plus, avait pas beaucoup de facilité pour s'inscrire là-dedans. Donc il faut préparer ceux qui ne sont pas tout à fait au niveau ou dans le moule, avec des cycles de préparation spéciaux. C'est ce qui a été fait à Sciences Po, par exemple, Sciences Po Paris, pour les recrutements en banlieue. Je crois que ça donne des résultats qui sont... Mais justement, ils ont choisi les banlieues. Ils n'ont pas choisi la province. Voilà. Mais ça, oui, c'est vrai, et on devrait. Mais pour ce qui est des hauts fonctionnaires, c'est ma proposition. Puis il y a une deuxième direction à prendre, je crois, qui est de faire en sorte que les critères de sélection, puisqu'il s'agit bien de sélection, la méritocratie, c'est un concours, et c'est sur les mérites que ça se fait. Les critères de sélection soient un petit peu différents, et plutôt que de se fonder de façon excessive sur les connaissances acquises, voire sur le vernis des connaissances acquises, ils se fondent sur ce qui est plus difficile sans doute, l'appréciation des personnalités, des capacités à produire des idées, de la capacité à être actif, à être engagé. Ce sont des tournants qui ont été pris d'ailleurs, mais il faut sans doute aller encore plus. Vous pensez que Emmanuel Macron a eu raison de supprimer l'ENA ? En réalité, de le remplacer par autre chose? Écoutez, on verra bien ce que ça donnera. C'est pas seulement par affection à l'égard de cette école que je le dis. Je pense que, de toute façon, il faut une école de formation des hauts fonctionnaires. On veut de la formation partout, dans toutes les disciplines, et de plus en plus, et une actualisation des formations. On ne voit pas pourquoi ceux qui ont la responsabilité d'être aux manettes de l'État n'auraient pas cette formation. Il la faut. Alors, vous avez été préfet dans plusieurs régions de France et dans l'outre-mer aussi, il me semble. Oui, sous-préfet en outre-mer, sous-préfet en Guadeloupe. En Guadeloupe, exactement. Oui. Est-ce que le préfet, c'est encore un homme puissant? Est-ce que ça l'était en tout cas quand vous avez été préfet au début de votre carrière? Je crois que la question n'est pas celle de la puissance. La question n'est pas celle de savoir si on est plus puissant ou moins puissant que d'autres. Bon, moi j'ai connu, compte tenu de mon ancienneté, je suis retraité aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, l'avant-décentralisation et l'après-décentralisation. Avant la décentralisation, le préfet avait tous les boutons, puisqu'il était à la fois le représentant de l'État et l'exécutif des départements ou des régions. Donc, j'aurais tendance à dire que c'était relativement facile. Il décidait d'un peu tout, il était la référence vers laquelle tout le monde se tournait. La question ensuite
après la décentralisation, le métier est devenu plus subtil, plus délicat. Il faut rencontrer beaucoup de monde, convaincre beaucoup, écouter bien davantage que ça n'était le cas autrefois. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'il reste un homme, peu importe qu'il soit puissant ou non, ou une femme, qui a la capacité de faire des choses. C'est ça qui compte. Est-ce qu'il peut faire des choses? Alors, oui, il peut faire des choses. D'abord parce que il est représentant de l'État, c'est-à-dire porteur d'un certain nombre de pouvoirs de réglementation. Prenons tous la législation extrêmement abondante en matière d'environnement, par exemple, ou de paysage, d'eau, etc. Le préfet peut faire beaucoup de choses dans ces domaines-là. Il peut insuffler des énergies, il peut mettre en place des politiques, il peut même avoir ses propres politiques, parce que le préfet est très libre, il choisit parmi les priorités qui s'imposent. Et puis, il a aussi à sa disposition tous les services de l'État, ou les agences qui se sont multipliées des services de l'État. Il a des crédits. Dans notre pays, il y a peu de choses qui se fassent, étant donné le millefeuille administratif à l'initiative d'une seule collectivité. Si vous décidez, par exemple, de créer je sais pas moi, une maison de la culture, pour reprendre une expression d'André Malraux, tout le monde s'y met. Vous avez des fonds de la ville, du département, de la région, du niveau national de l'État, et puis souvent des niveaux de l'Europe. Et le préfet, donc, à chaque fois, joue un rôle. Et il peut avoir des initiatives pour faire des choses de ce genre. Mais je dirais que peut-être ce qui compte encore le plus, c'est sa capacité, plus ou moins grande, il faut bien dire, ça dépend des personnalités et puis des difficultés objectives du terrain, sa capacité à rassembler, à dialoguer, à écouter et à être écouté, sa capacité à convaincre. Prenons un exemple très simple qui est d'actualité et qui malheureusement est d'actualité depuis longtemps déjà dans notre pays, qui est celui de l'emploi et de la formation professionnelle. Les gouvernements, les uns après les autres, imaginent des plans pour mieux former, etc. Par exemple, relance de l'apprentissage. Bon, c'est une politique d'État dont les préoccupations sont largement partagées, évidemment, par les élus locaux, par les professions, etc. Ben, le préfet doit prendre son bâton de pèlerin et puis aller convaincre. Alors, s'il est reconnu, s'il arrive à convaincre, ça marche. S'il est moins reconnu et s'il ne trouve pas les arguments pour convaincre, eh bien, ça marche moins bien. Donc, c'est un métier qui est devenu un métier de conviction et je dirais que c'est surtout un métier d'engagement. Je vais prendre un exemple précis, par exemple les obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, qui ne sont aujourd'hui réalisées qu'à hauteur de 12%, si je ne me trompe pas. C'est ça, chiffre récent qui doit être de 2019 ou 2020. Pour quelle raison? Est-ce que c'est le préfet qui est responsable de ce laxisme? Est-ce que, voilà, qui dans la chaîne de l'État est coupable de ce genre de problématique? Mais des préfets réussissent plus ou moins bien dans cette politique. Vous voulez dire qu'on voit vraiment, par exemple, sur les obligations il y a des différences. Il y a des différences. Il y a des différences, absolument. Donc la personnalité du préfet. Oui. Et je voyais récemment d'ailleurs un article d'un grand journal du matin, comme on dit pudiquement, qui avait mis la main sur une sorte de tableau d'honneur des préfets dans ce type d'activité. Et j'observais avec satisfaction que les deux plus efficaces étaient deux de mes anciens collaborateurs. Donc voilà, on peut faire des choses si vous voulez. Oui. Cela étant, pour réussir vraiment, il faut qu'il y ait une impulsion nationale. Alors c'est très difficile, c'est très difficile parce que prouver l'identité des gens et de gens qui se sont débarrassés de leurs papiers, par exemple, c'est pas simple. Si vous n'avez pas leurs papiers, vous n'avez pas leur nationalité. Il y a un certain nombre de moyens, évidemment, pour tourner cette absence de papiers, comme par exemple de déceler leur nationalité par des entretiens. Il faut encore ensuite que les pays d'origine acceptent de les reprendre, veuillent bien les reconnaître.
En général, ils y sont peu enclins parce qu'ils sont plutôt satisfaits que des personnes souvent jeunes et qui peuvent être éventuellement des trublions et qui de toute façon sont des personnes à qui ne trouveront pas d'emploi soient ailleurs. Mais quand on veut, on peut quand même réussir. Enfin, je ne voudrais pas excessivement tirer la couverture à moi, mais en l'espace d'un an, à peine plus d'un an, au ministère de l'Intérieur, j'ai augmenté le nombre des reconduites à la frontière, comme on dit, de personnes en situation régulière de 50%. Et quand je suis parti, nous étions sur une tendance annuelle de 40 000 reconduites, alors qu'aujourd'hui, on est autour de 15 000. Hein. Alors, on a beaucoup d'échecs, mais si on veut réussir, on peut réussir beaucoup mieux. Vous comprenez que les Français soient très usés par ce sujet, parce qu'il y a eu On beaucoup comprend de promesses. Bien sûr, bien sûr. Et il y a un sentiment de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, fermer les frontières entre deux régions pendant le Covid. Oui. Et on a le sentiment qu'on n'est pas capable d'empêcher des clandestins parfois dangereux. Je pense à oui, on a eu malheureusement des drames causés par des personnes qui étaient en situation régulière. Et comment vous expliquez le manque de fermeté sur des sujets comme ça, alors que dans tous les sondages, entre 70 et 80% des Français, entre 65 précisément et 80% selon les études, des Français sont tous favorables à une limitation drastique de l'immigration et à des expulsions systématiques. On retrouve ça dans toutes les études. Pourquoi, malgré cela, alors que le peuple français attend de la fermeté sur ces sujets massivement, on a le sentiment que ce soit du temps de Nicolas Sarkozy et bien plus encore aujourd'hui, il y a une forme de peur, voire de laxisme, en tout cas aujourd'hui, un sentiment que ce n'est pas du tout un sujet qui est traité. Oui, vous étendez la question à la question de l'immigration, et effectivement, la question de l'immigration se pose de façon récurrente depuis bien longtemps. Il y a eu beaucoup de modifications de textes allant dans un sens d'ouverture, parfois de fermeture, de restriction. Mais c'est un sujet qui interpelle les Français et, à mon sens, à bon titre, parce que c'est un sujet qui est grave. Et j'aurais voulu, je vous le dis très sincèrement, c'est pas par appétit de pouvoir ou de puissance, pour reprendre votre expression, rester davantage au ministère de l'Intérieur pour pouvoir traiter ce sujet-là en profondeur. Pourquoi est-ce que ça m'apparaît être un sujet absolument crucial, indépendamment même des sentiments des Français, mais qui, j'en suis convaincu, partagent, à vrai dire, les mêmes motivations que celles qui m'amènent à dire ce que je vais vous dire. C'est que l'immigration non contrôlée, ça crée des communautarismes, et les communautarismes créent la perte de repères et la dilution de l'identité nationale. Or, je trouve que la France est un pays magnifique. Enfin, moi, j'y suis attaché, comme vous, sans doute, vous l'êtes, et comme tellement de Français le sont, et comme d'ailleurs des étrangers récemment arrivés, éventuellement devenus Français, mais pas forcément le sont. Ils se sont extrêmement attachés. Bon. Et il nous importe de garder notre identité, c'est-à-dire notre culture, notre histoire, nos paysages, notre art de vivre, notre façon de vivre, tout simplement. Et pour ça, eh bien, écoutez, il faut que nous maîtrisions l'immigration. L'immigration zéro, c'est un leurre absolu, évidemment, et la France s'est enrichie de tellement d'immigrés qui ont contribué à notre rayonnement, à notre bien-être, à notre fierté nationale. Mais enfin, on ne peut pas tout laisser faire. Et je crois qu'il est impératif de progresser dans le sens d'une plus grande maîtrise. Là aussi, on peut faire des choses. Vous allez me dire que, encore une fois, j'évoque trop peut-être ma propre expérience. Mais lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai, avec le concours de Xavier Bertrand, diminué de moitié le nombre le volume de l'immigration professionnelle. Bon. On est descendu de 20 000 à 10 000. Bon. Aujourd'hui, j'ai observé qu'on est à 35 000. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de tant de personnes sur le plan professionnel ?
Bon, il est vrai que nous avons besoin d'informaticiens, etc., de beaucoup de professions. Dans les professions de santé, nous avons des besoins aussi. Mais en revanche, il y a plein de professions banales pour lesquelles nous n'avons pas besoin forcément de faire venir des gens de l'extérieur. Et si nous avons des problèmes sur le marché du travail, eh bien, écoutez, il y a aussi des modules de formation professionnelle qui peuvent être développés. Autre expérience qui était rappelée voici quelques jours à la télévision par une personne, une chercheuse qui travaillait avec moi de temps à autre, qui est les naturalisations. Nous avons mis au point une charte des naturalisations qui était un tout petit peu plus exigeante en matière de connaissance de la langue française, en matière d'assimilation. Eh bien, écoutez, en un an, le nombre des naturalisations a baissé de 30%. Bon. Mais ça, nous l'avons fait à périmètre juridique constant. Moi, je n'ai pas eu le temps. J'ai été ministre qu'un an, en gros. Hein. Et ce qui a été fait parce que c'était réglementairement possible, en jouant sur des cursus réglementaires, alors que pour aller plus loin, il fallait recourir à la loi. Ah oui. Et la loi, aucun créneau législatif n'était disponible. Et il y a une chose très simple à faire. C'est par exemple, puisque aussi bien le gros de l'immigration, c'est l'immigration familiale, sous ses diverses appellations, parce qu'il y en a plusieurs sortes, ce qui est à faire, c'est de veiller à ce que l'assimilation ou les conditions d'assimilation soient réunies avant le départ du pays d'origine et non pas à l'arrivée. Parce que ce qui se passait, ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que l'immigration se fait et puis ensuite on se préoccupe de l'assimilation. Or, mettons-nous à la place des personnes immigrées. Hein. Elles arrivent. En matière de regroupement familial, sont beaucoup des femmes avec leurs enfants, le mari ayant trouvé un emploi en France. Elles arrivent, où vont-elles? Elles vont là où elles ont le sentiment de la meilleure protection. C'est-à-dire qu'elles vont retrouver leur village d'origine, leur nationalité d'origine. Et c'est quoi ça, à part des communautés? Et des communautés, c'est du communautarisme. Mais Claude, vous parlez, c'est très juste, j'avais regardé le détail effectivement des chiffres de l'immigration sous le quinquennat Sarkozy, l'immigration professionnelle avait diminué. Mais elle a été remplacée par d'autres filières, ce qui fait qu'au cours du quinquennat, par exemple, de Nicolas Sarkozy, on est passé, si je me souviens de 190 000 entrées légales par an à environ entre 220 et 230, si je me souviens, à la fin du mandat. Les Français n'avaient pas élu, je crois, Nicolas Sarkozy pour cela. C'est-à-dire que si même un gouvernement de droite, avec un programme très, très ambitieux sur ces sujets de la part de Nicolas Sarkozy, n'a pas écouté la volonté des Français, alors est-ce que ça signifie qu'il y a eu trahison, j'allais dire, de la part de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de ses électeurs, ou est-ce qu'il y a des puissances, des volontés, peut-être par les associations, les médias, je ne sais pas, qui sont plus fortes que la souveraineté populaire? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez raison. Je sais bien que les Français auraient voulu qu'on fasse plus, comme en matière de sécurité, d'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais il faut regarder les choses un peu dans le détail, si vous voulez. Dans l'augmentation que vous rappelez, et qui est, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je crois que vous n'avez pas tort, il y a un phénomène très important qui est celui des étudiants. Bon. Or, les étudiants, c'est difficile de les refuser parce que... Mais c'est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine. Oui, alors ça, c'est un sujet, vous avez raison de poser la question. Comme les mineurs isolés. Parce que ça fait partie, comme le disait Alain Juppé à l'époque, qui est extrêmement favorable dans sa fonction de ministre des Affaires étrangères à la venue d'étudiants en France, ça fait partie du rayonnement de la France aussi. Hein. Bon, alors, il y a à voir, hein, parce que ce ne sont pas forcément les meilleurs étudiants du monde qui viennent chez nous, etc. etc. Bon, mais théoriquement, les étudiants sont là pour le temps de leurs études. Alors, c'est vrai que certains s'incrustent ensuite. Et c'est là d'ailleurs que j'ai eu à mener un combat une circulaire très, très dur avec toute l'intelligentsia française, hein, disons les choses. Vous avez à ce moment-là, parce que je le rappelle, donc vous aviez souhaité justement que si un étudiant ne trouvait pas de travail, c'était cela, hein, oui. après ses études, qu'il devait repartir dans son pays d'origine. Effectivement. Vous avez vraiment subi des attaques très violentes à ce moment-là? Ah oui, les attaques ont été d'une violence extrême.
à droite comme à gauche. Surtout à gauche. J'ai été l'objet d'interpellations extrêmement virulentes à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, et même à droite, sans dire les choses clairement, les désaveux étaient très clairs. Quel était le problème ? Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait été à l'origine d'un texte qui était une avancée, je dois dire, en faveur des étudiants, c'est-à-dire qu'il avait donné la possibilité aux étudiants étrangers terminant leurs études de faire un stage d'acclimatation pratique, si vous voulez, de l'ordre de 6 mois en France. Et j'avais rappelé ça, la règle, et je l'avais rappelé pour qu'elle soit respectée. C'est-à-dire que le droit à un stage n'impliquait pas le droit à l'emploi, et que par conséquent, il fallait ensuite rentrer. Mais ça fait partie, ça, des problèmes que la France doit régler. Et c'est en cela, je crois, qu'il est important qu'il y ait un jour un débat sérieux, long, argumenté sur les questions d'immigration. Il faut qu'on tranche le nœud gordien. Il faut qu'on dise si oui ou non nous sommes ouverts à tout. Et pour ma part, je pense qu'il faut maîtriser l'immigration. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une 30aine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Et comment vous expliquez qu'il y ait une telle dichotomie entre justement les vœux des Français sur ce sujet, qui est globalement plus de fermeté, ça ressort vraiment systématiquement, et l'intelligentsia, justement, que vous avez désigné comme telle, aussi bien la classe médiatique que beaucoup la classe politique qui n'ose pas, alors sous la pression peut-être. L'intelligentsia existe d'abord dans la classe politique, elle existe d'abord au Parlement. Et je me souviens très bien qu'au Parlement, nous n'avions pas la majorité absolue avec l'UMP, et donc il fallait, notamment sur ces questions d'immigration, toujours compter avec l'UDI. Et c'était pas simple. Je me souviens avoir eu des algarades à propos d'un texte sur l'immigration que je reprenais de mes prédécesseurs, d'ailleurs, qui n'avaient pas réussi à le faire aboutir avec l'UDI à l'Assemblée. C'était pas simple. Et puis, vous avez l'intelligentsia au sens le plus large. Vous avez dans les milieux économiques, ouvertement, beaucoup de voix qui sont favorables à l'immigration par principe, parce que l'immigration permet de la main-d'œuvre et, disons les choses, permet de la main-d'œuvre qui n'est pas trop regardante. Ça permet d'organiser de la concurrence entre les personnes à la recherche d'un emploi et par conséquent, il y a un certain nombre d'employeurs qui voient ça avec faveur. Je reviens à vous et au poste que vous avez occupé de secrétaire général de l'Élysée. Oui. C'est quelque chose qui provoque un peu des fantasmes. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire en quoi ça consiste finalement d'être secrétaire général de l'Élysée ? Oui. Beaucoup de choses. Alors, il faut dire une chose d'abord, c'est que le secrétaire général de l'Élysée a des fonctions qui ne sont définies par aucun texte. Aucun texte ne définit. Un ministre a un décret d'attribution, c'est ce qu'il doit faire, sur quoi il a compétence, etc. Et il n'a non plus aucun pouvoir. Rien ne lui donne un pouvoir financier ou juridique, etc. Donc, ces fonctions dépendent entièrement de ce que le président de la République veut qu'il fasse, veut qu'il soit. En gros, ceci dit, il y a des lignes permanentes. En gros, le secrétaire général de la présidence de la République est celui qui, entouré d'une équipe de 40 à 50 personnes, s'efforce de faire en sorte que le président de la République exerce ses fonctions dans les meilleures conditions. Ce qui veut dire qu'il doit veiller à son information quotidienne, bien entendu, mais son information aussi sur les grands sujets, dans leur permanence, sur des perspectives lointaines éventuellement.
il faut qu'il prépare tous les instants de la vie du président. En clair, qu'il ait toujours un dossier qui lui permette de rencontrer M. Poutine, M. Obama ou bien le secrétaire général de la CGT. Hein. Il doit aussi veiller à ce que des propositions d'initiative lui parviennent. Il doit veiller à ce que ses idées reçoivent un écho. Et puis, il doit veiller aussi à la mise en œuvre de ses décisions. Voilà, globalement, mis à part quelques missions plus ponctuelles qui peuvent tenir à la personnalité du président ou à la conception qu'il a de ses fonctions. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy, souvent de façon contestée d'ailleurs, m'avait confié le soin de m'exprimer parfois dans les médias, ce qui était une nouveauté. C'est ainsi que j'avais un certain nombre de missions de caractère diplomatique dans la mesure où elles permettait davantage de réussir par le biais de quelqu'un qui était considéré comme très proche du président plutôt que par un niveau institutionnel. Alors, vous avez été les deux, vous avez été ministre de l'Intérieur oui. Et secrétaire général de l'Élysée. Où est-ce que vous avez détenu le plus de pouvoir ? Oui, alors, oui, c'est pouvoir, puissance, vous aimez bien ces mots-là. Disons, oui. Là, bon, là où j'ai eu le plus de capacité à agir, c'était à l'Élysée. Hein, parce que, aux côtés du président, et c'était un grand plaisir intellectuel, j'étais toujours aux avant-postes de ce qui se faisait. Donc je pouvais, si vous me permettez l'expression, mettre mon grain de sel, participer. Ceci dit, au ministère de l'Intérieur, vous avez aussi une grande capacité d'action sur les questions qui dépendent de vous. Hein, et je pense que c'est très important de pouvoir donner des infléchissements en matière d'immigration, nous en avons parlé, de contribuer à améliorer la sécurité des Français, par exemple, d'améliorer le fonctionnement des services de sécurité routière, de sécurité civile, etc. Tout ça, ça compte aussi. Dans tous mes postes, j'ai eu le sentiment, y compris sous-préfet, puis préfet, directeur général de la police nationale, dans tous mes postes, j'ai eu le sentiment d'avoir la capacité de faire des choses. Ça a été une grande joie pour moi. Alors, qu'est-ce qui s'est opposé à la volonté politique de Nicolas Sarkozy, et donc à la vôtre, puisque vous étiez lié à lui, lorsque vous arrivez au pouvoir en 2007 ? Au début, je dirais que nous avons démarré sur les chapeaux de roue. Hein. Rien ne s'opposait. Nicolas Sarkozy est devenu président au mois de mai. Je crois que c'était le 16 ou le 17 mai. Tout de suite, nous avons lancé un train de réformes considérables, au prix d'ailleurs d'une session extraordinaire du Parlement pendant l'été. Le programme se déroulait. Et il se déroulait d'autant plus, d'ailleurs, que nous avions préparé les choses avant d'arriver au pouvoir. Pendant la campagne présidentielle, en pleine campagne, je me souviens avoir fait des réunions de présidents d'universités pour préparer la loi d'autonomie des universités, que tous les gouvernements depuis 20 ou 25 ans voulaient sans avoir jamais été en mesure de la faire. Nous avons fait la loi TEPA, vous savez, celle qui a permis les exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires, qui a permis l'exonération de la quasi-totalité des droits de succession sur les patrimoines petits et moyens. La réforme des retraites également. La réforme des retraites, c'était plus tard. C'était en 2010 et nous n'avions pas prévu au programme. Je pensais que c'était en septembre. Mais non. Il y a eu la réforme des régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, vous avez raison, qui n'était qu'une réforme partielle, mais enfin qui était quand même une avancée. Hein. Et puis, ensuite, il est arrivé quelque chose que nous n'avions pas du tout prévu. C'était la crise financière de 2008, qui a eu des effets durables d'ailleurs sur la suite du quinquennat et sur la vie des Français. Et ça, je dois dire que ça a quand même enrayé la machine. Ça a enrayé la machine. Autre difficulté que nous avons rencontrée, c'est pas la peine de se le cacher, c'est que nous avions un Parlement, une Assemblée nationale plus exactement, qui était certes
de notre majorité, mais qui était quand même rétive. Hein. Nous avons fait une réforme de la Constitution, adoptée par le Congrès à 1 ou 2 voix près, je me souviens, mais enfin c'était une réforme qui donnait davantage de capacité d'initiative au Parlement, sur le plan législatif, puisque la moitié de l'ordre du jour était réservée au Parlement. Et puis, emporté par cette innovation, le Parlement s'est mis à en vouloir davantage. Hein. Et donc, il voulait faire de la coproduction, y compris sur les initiatives du gouvernement. C'était compliqué. Il y avait aussi des problèmes de personnalité dans cette affaire-là. Déjà, les relations entre François Fillon et Jean-François Copé n'étaient pas bonnes. Jean-François Copé, très meurtri de ne pas être membre du gouvernement, ne nous facilitait pas toujours la tâche. Donc, ça n'a pas été toujours simple, hein, c'est vrai. Et pourtant, ni la crise, ni le Parlement n'auraient empêché de passer le Karcher. J'en reviens à la question sécuritaire qui est liée à la question migratoire. Voilà pourquoi, c'est, je pense, le principal reproche qui revient sur ce quinquennat. Pourquoi est-ce que ce Karcher n'a pas été passé? Oui, le Karcher, c'était une expression de Nicolas Sarkozy répondant à une interpellation d'une personne alors qu'il était ministre de l'Intérieur, hein, qu'il sortait en banlieue. Madame, on va passer le Karcher. Bon. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même, pendant toute cette période, en termes de sécurité, des progrès considérables ont été faits. Hein. Considérables ont été faits. Je prendrai la totalité de la période, c'est-à-dire 2002, Nicolas Sarkozy, ministère de l'Intérieur, devient ministre de l'Intérieur. 2012, il quitte son poste de président de la République. Entre ces deux dates, il y a eu une baisse de la criminalité et de la délinquance de 17%. Alors, c'est des statistiques, hein, ça n'influe pas sur la vie quotidienne des gens. Et je voudrais traduire ça en termes physiques. Ça veut dire qu'il y avait, en 2012, 650 000 victimes de moins que 10 ans auparavant. C'est quand même pas rien. Sauf dans la violence volontaire, il me semble. Je mets tout. Hein. Mais par exemple, en matière d'homicide, il y a eu une baisse considérable. Hein. Il n'y a pas pire violence que celle-là. C'est vrai, mais elle est devenue... Enfin, aujourd'hui, on est à 1000 homicides. Ça a beaucoup remonté. Ça a beaucoup remonté ces dernières années. Hein. Multiplié par 4. Et je voudrais dire aussi que le taux d'élucidation des affaires, qui était de 25 ou 24% même quand nous sommes arrivés, était monté à 38%. Hein, c'est-à-dire qu'en 2002, on retrouvait les auteurs d'actes criminels ou délictuels que dans 24% des cas, dans 38% des cas, on les retrouvait. C'est donc une amélioration. Alors cela étant, vous avez raison, l'attente des Français était beaucoup plus importante encore. Et nous aurions dû faire davantage encore. Mais j'y reviens, qu'est-ce qui vous en a empêché? Je veux dire, est-ce que ce sont les médias, les associations? Est-ce que c'est un manque de volonté politique? Est-ce que c'est la crainte d'une réélection? Qu'est-ce qui a empêché d'accomplir ce programme? Ce n'était pas la crainte de la non-réélection, puisqu'on savait bien quand même que la sécurité était un élément capital en tout état de cause. Bon, il y a plein de facteurs qui ont joué, ce serait trop long de les examiner en détail, mais il y a des réformes qu'on n'a pas pu faire, et il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi, pas davantage que beaucoup de prédécesseurs et pas davantage que les successeurs en tout état de cause, c'est la bonne articulation entre la justice et l'action de la justice d'une part et l'action de la police et de la gendarmerie d'autre part. Je vais vous citer une anecdote. Quand j'étais ministre, j'ai été un jour interpellé très violemment par une affaire qui était arrivée à Sevran, en Seine-Saint-Denis. À Sevran, il y a eu des tirs d'armes à feu au voisinage d'une école maternelle. Bon, c'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Bon. Je suis allé à Sevran à plusieurs reprises. Ce n'était pas très facile d'ailleurs, parce que dans ce territoire qui était envahi par la drogue et les dealers, le maire faisait à la télévision de la publicité pour la consommation des stupéfiants.
Heureusement, le député communiste du secteur, lui, m'appuyait à fond. Bon. J'ai installé des CRS pendant tout le temps que j'ai été ministre. La situation a changé radicalement. Et je me souviens, c'était un de mes grands souvenirs, d'une apostrophe d'un jour d'une dame qui me dit « Ah monsieur, combien je vous remercie, je peux enfin dormir, les fenêtres ouvertes. » Non mais c'est la vie des gens, ça, si vous voulez, c'est très touchant. Hein. Bon, il fallait faire quelque chose. Bon, il y avait des lieux de deal, etc. Le procureur de la République ne voulait pas prendre les mesures qui, à mon sens, s'imposaient, à savoir faire des visites systématiques d'immeubles, des fouilles de caves, etc., des fouilles de nourrices, vous savez, ce sont les appartements où les délinquants conservent la drogue. Et donc, le procureur refuse. Je demande au garde des Sceaux une réunion avec le procureur. Mais écoutez, le procureur n'a pas cédé. Donc, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On aurait pu éradiquer les choses. Mais je dis ça parce que je l'ai vécu. Et puis parce que c'était très significatif, très symbolique. Et puis je suis sûr que sur le territoire, les choses dépendent beaucoup de l'accord entre les personnes concernées, etc. Mais, vous savez, on parle beaucoup d'indépendance de la justice. C'est une belle chose, l'indépendance de la justice. Mais c'est dans l'acte judiciaire. C'est pas dans la politique judiciaire. Hein. Et il y a encore là un terrain à régler. Hein. Il y a encore un terrain à régler. Mais il faut une politique pénale. Pourquoi la suppression de la double peine, par exemple ? Oui. Parce que, là encore, les Français ne vous attendaient pas là. Alors ça, la double peine, oui, c'est une décision qui a été prise en tout... Enfin, je me demande même si ce n'était pas, d'ailleurs, encore au ministère de l'Intérieur. Je crois que Nicolas Sarkozy c'était encore au ministère de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy avait été très frappé par quelques affaires individuelles, si vous voulez, qui concernaient non seulement des personnes auteurs d'actes de délinquance et condamnés à ce titre, mais qui concernaient aussi les familles de ces personnes installées depuis longtemps en France, susceptibles d'être conduites, bien entendu, puisque ça accompagnait automatiquement la condamnation délictuelle, mais dont la vie s'était faite complètement en France depuis bien des années. Mais vous voyez, je vois parfaitement, et c'était l'argument avancé, mais si vous pensez aux victimes et aux Français qui subissent... Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'on a le sentiment tout de même qu'il y a toujours bien sûr. une sorte de... Voilà, on va toujours s'inquiéter davantage de la famille d'un délinquant qui est reconduite que de ceux qui subissent la délinquance. Mais vous savez, c'est encore plus compliqué que ça. Parce que prenez la famille, et c'est l'argument qui avait été déterminant pour conduire Nicolas Sarkozy à cette position. La famille, elle est faite d'enfants en particulier, lesquels enfants sont déjà français ou bien ont vocation à être français. Vous voyez comme c'est compliqué. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement prendre des mesures fermes à un moment donné ? Moi, je pense qu'il faut prendre les naturalisations, sur la totalité du dispositif concernant l'immigration. Il faut prendre des mesures plus fermes. Je l'ai dit déjà il y a un instant, je le répète, il faut que nous maîtrisions l'immigration. Ça, c'est tout à fait certain. Et dans la maîtrise de l'immigration, il y a aussi la partie de la répression de l'immigration irrégulière et par conséquent de la reconduite chez eux des gens qui ne sont pas chez nous en situation régulière. Ce qui est toujours difficile. Hein. Je vous ai dit quelques raisons. Et en plus, c'est difficile sur le plan des principes, c'est plus difficile sur le plan de la mécanique administrative qui permet de le faire, et logistique. Hein. Et c'est difficile aussi sur le plan humain, parce que quand vous arrivez au stade de l'examen des situations des personnes, il y a toujours des histoires, des parcours qui sont pénibles, entachés de guerre, de répression, etc., etc. Enfin, parfois, pas toujours, parce qu'il y a beaucoup d'immigration, y compris de demandes d'asile politique, qui sont de commodité, purement et simplement. Mais c'est difficile. Mais on peut faire. Et de la même façon que dans nos relations avec les pays sources de migration, on a aussi un certain nombre d'arguments à faire valoir. Ces pays sont souvent des pays que nous aidons ou que l'Union européenne soutient.
hein. Donc on a des arguments. Justement, Claude Guéant, vous me faites penser à une chose, c'est que est-ce que nous avons encore des hommes d'État, dans le sens où un homme d'État, est-ce que ce n'est pas celui qui doit prendre une décision individuelle dramatique pour le bien commun? Est-ce que finalement, mais vous avez raison. Il n'y a pas ce refus? Oui, vous avez raison. Bon, vous avez raison. Bon, au niveau des hommes d'État, c'est-à-dire des gouvernants, bon, ils prennent très rarement des décisions individuelles, hein. Ce sont les services territoriaux qui prennent des décisions. Mais enfin, ils n'ignorent pas non plus ce qui se passe, ça c'est sûr. Quelle est la réforme dont vous êtes le plus fier parmi celles que vous avez portées, soit en tant que secrétaire général de l'Élysée, bien sûr pas officiellement, mais une réforme qui vous tenait à cœur, soit en tant que ministre de l'Intérieur? Écoutez, celle dont je suis le plus fier, dans un cursus qui a été un tout petit peu politique, mais beaucoup administratif, c'est une réforme qui remonte à 1995 plutôt, qu'il a été convenu d'appeler à l'époque la réforme de la police nationale. J'étais directeur général de la police nationale et j'ai engagé, sous l'autorité de Charles Pasqua, j'étais à son cabinet au départ, il m'a ensuite fait nommer directeur général de la police, une vaste réforme de l'organisation de la police, de l'organisation des carrières, de l'organisation des corps, de la modernisation des équipements, etc. etc. C'était une œuvre extrêmement lourde, hein, que j'ai conduite avec quelqu'un de remarquable qui s'appelle Michel Gaudin, qui était le directeur en charge de la gestion du personnel, et qui est devenu ensuite lui aussi DGPN, puis préfet de police. Nous avons sorti 300 textes. C'est dire aussi la lourdeur de l'administration. Pour faire une réforme, il fallait 300 textes. Dans cette réforme, il y avait une modification de l'organisation du travail. Et cette réforme s'est traduite, sans coûter un centime, par le gain de 6 000, ce qu'on appelle en termes technocratiques, 6 000 équivalents temps plein. Ce qui veut dire que lorsqu'on parle des effectifs, etc., il y a bien des façons d'améliorer la sécurité des Français et l'efficacité de la police et de la gendarmerie sans forcément créer des emplois. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, hein, mais ça, j'en suis très fier, parce que j'ai apporté vraiment un plus à la sécurité de tous les jours des Français, sans que cela leur coûte un sou. Et j'ai eu une autre grande satisfaction. Un ami m'a rapporté qu'il en parlait un jour avec Jean-Marc Sauvé, qui était à l'époque le vice-président unanimement respecté du Conseil d'État, qui lui avait dit « c'est la seule vraie réforme de la fonction publique qui a été faite depuis la guerre ». Alors ça, j'en suis content. Alors, Claude Guéant, qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui parlent d'État profond? Est-ce que vous connaissez le concept? Oui. Est-ce que vous l'avez observé, vous, au cœur de l'État? L'État profond, ça existe en ce sens que il y a au sein de l'État une administration, des responsables administratifs qui ont leur façon de voir les choses, qui ont des conceptions que l'on peut appeler, d'une façon peut-être trop commode, technocratiques. Hein. Et ils échangent entre eux et ils ont des corps de doctrine, je dirais. Bon. Je me souviens quand j'ai accompagné Nicolas Sarkozy comme directeur de son cabinet au ministère de l'Économie et des Finances. Nicolas Sarkozy, qui avait déjà une pratique du ministère, puisqu'il avait été secrétaire d'État au budget, a demandé aux administrations de leur fournir les projets qu'elles avaient sous le coude. Bon. Et les projets sont arrivés. C'était des projets qui étaient absolument déconnectés de la volonté politique du ministre et comme de la volonté du gouvernement, et qui étaient à 100 lieues des attentes des Français. Je vais vous citer un exemple. Il y avait par exemple une note de la direction du Trésor qui était très bien faite, comme sait les faire la direction du Trésor, et qui militait contre
tous les dispositifs facilitant l'accession à la propriété. Bon. Pourquoi ? Parce que l'accession à la propriété, selon les auteurs de cette note, était un frein à la mobilité. Or, la mobilité des travailleurs, si on peut dire, ou des employés, était un gage de la mobilité de notre économie. Il fallait donc lutter contre la propriété. Bon. Alors, les bras nous en sont tombés quand on a vu ça. Mais, pour dire à quel point c'est permanent, très peu de temps après son accession à la présidence de M. Macron, qu'est-ce qui a été fait ? On a supprimé l'APL, accession à la propriété. C'est dire que ça existe. Mais on trouve là toute la question des rapports entre l'administration et puis le gouvernement. Bon. Il y a un certain nombre de ministres qui se laissent conduire par leur administration, d'autres qui ne l'acceptent pas, et c'est toute la richesse, toute la saveur, je dirais, toute l'originalité du rôle des politiques. Les politiques doivent faire preuve d'empathie avec la population, ils doivent être à l'écoute de la population, plus encore que les fonctionnaires. Et leur situation, beaucoup viennent de l'Assemblée, ont été des élus, des maires, des responsables d'exécutifs locaux importants. Bon, ils savent, ils ont leurs antennes, ils ont leurs contacts, ils savent ce qui est possible et n'est pas possible. Donc c'est tout l'art de gouverner. Et il faut que les ministres fassent leur boulot. Alors justement, à Bercy, vous avez été, à ma connaissance, le premier directeur de cabinet qui n'était pas issu de l'IGF ou de l'administration fiscale ou du Trésor. Oui. Est-ce que vous avez senti que c'était... Est-ce que vous êtes senti mal accueilli, tout d'abord ? Et est-ce que, comme on dit parfois, c'est Bercy qui détient le pouvoir aujourd'hui, qui a le plus de pouvoir dans les ministères ? Oui, ça fait deux questions très, très différentes. Oui, la première fait. D'abord, c'est rapide. Je dois dire que lorsque Nicolas Sarkozy est devenu ministre des Finances, il m'a proposé immédiatement de le suivre dans les mêmes fonctions de directeur de cabinet. Je dois dire que j'ai hésité. J'ai pris une nuit de réflexion et puis finalement j'ai accepté, d'abord par fidélité et puis par plaisir de travailler avec lui, bien sûr, mais aussi parce que je m'étais dit, bon, mon rôle, il faut que je le délimite de façon très claire. Je ne vais pas aller essayer d'être plus compétent que les fonctionnaires du Trésor ou du budget ou des impôts sur leur domaine de compétences, mais ce que je peux faire, c'est d'apporter du bon sens, de la cohérence, une analyse de la faisabilité des questions, etc., et puis une fidélité inaltérable au ministre dans la mise en œuvre des choses. Bon, donc j'y suis allé, je dois dire que j'ai été très heureux parce que c'est une matière que j'aime beaucoup, l'économie. Ça me revenait d'ailleurs à des choix cornéliens que j'avais dû faire, puisqu'à ma sortie de l'école, j'avais longtemps hésité entre le Trésor et puis la carrière préfectorale, que j'avais pris la préfectorale par souci d'action concrète. Et je pense que je n'ai pas été mal accueilli. Enfin, j'ai toujours pu faire mon travail. Et lorsque le mercredi, pendant le Conseil des ministres, je réunissais la totalité des membres de l'ensemble des ministres de Bercy, nous étions 50 ou 60, j'avais l'impression que je tenais mon rôle sans défaillir. Et sur l'autre question, si Bercy... Alors, est-ce que Bercy... Bon, Bercy a des fonctions d'abord qui sont primordiales dans la conduite de l'État. C'est Bercy qui propose et met en œuvre les politiques économiques. C'est-à-dire aussi beaucoup les politiques européennes que la France suggère ou porte. Ça, c'est dans ses fonctions. Ça ne veut pas dire que ce ne soit que Bercy, ce n'est pas que la fonction publique de Bercy. Il y a aussi, encore une fois, les ministres, le Premier ministre, le Président, qui peuvent avoir des opinions personnelles et qui, du reste, ont des équipes même modestes. Enfin, le président de la République a une toute petite économique, le Premier ministre, c'est tout pareil. Mais il n'empêche que le politique joue son rôle. Mais ceci, première fonction, proposer et mettre en œuvre les politiques économiques, c'est considérable. Deuxième chose, Bercy, c'est l'aspect budget, alloue leurs moyens au ministère.
Donc, d'une certaine façon, il donne au ministère les moyens pour mettre en œuvre leurs ambitions ou pas mettre en œuvre leurs ambitions. Ça aussi, c'est un pouvoir considérable, sous réserve, bien sûr, des arbitrages possibles du Premier ministre, voire du Président de la République, lorsqu'il y a demande de surarbitrage. Ensuite, Bercy a une grande force, c'est la compétence. Bercy est une citadelle de compétences, hein, et ça compte énormément, parce que Bercy, lorsqu'il alloue des moyens, a parfois des bons arguments pour ne pas allouer tous ceux qui sont demandés ou contester ou suggérer des réformes. Et ces compétences, ça pèse dans l'administration de l'État. Moi, je me souviens, je vous ai livré une anecdote, j'ai eu la révélation, lorsque j'étais à Bercy, lors d'une discussion avec des membres de la direction du budget, d'un fait qui doit peser beaucoup sur les réflexions que nous avons en matière d'éducation. Priorité absolue, à mon avis, priorité absolue. J'ai découvert, lors de cette conversation, qu'il y avait 14 élèves pour un professeur en France. Qui a déjà vu une classe avec 14 élèves? On peut se poser quand même des questions sur la façon dont le système fonctionne, sur le mammouth, comme disait M. Allègre. Hein. Vous allez me dire que je suis obsédé du pouvoir, mais j'y reviens. Vous aviez été élu par les Français, pas vous, bien sûr, mais Nicolas Sarkozy. Et pourtant, il y a des réformes que vous n'avez pas pu mener alors que vous aviez l'assentiment des Français. Et là, qu'est-ce qui vous en a empêché? C'est-à-dire, je reviens à cela, est-ce que c'est, au-delà de la question du Parlement que vous avez évoquée, est-ce que ce sont des associations, des lobbies, les médias? Est-ce que c'est le pouvoir médiatique? Vous allez, quelle réforme avez-vous à l'esprit? Je pense en l'occurrence essentiellement sur les sujets de sécurité et d'immigration, justement. Oui. Ce qui, à mon avis, je ne sais pas si vous le ressentez également, mais est le principal reproche qu'ont pu faire oui, Sarkozy, les électeurs de 2007. L'attente des Français allait bien au-delà de ce qui avait été annoncé. Hein. Ça, c'est tout à fait... Mais j'y reviens parce que vous m'avez dit effectivement le Parlement, je comprends, la bureaucratie, la complexité, l'intelligentsia, il y a énormément de choses. Les associations posent des problèmes aussi. Quelles associations sont souvent d'ailleurs financées par l'État. Hein. Prenons en matière d'immigration, il y a de très grandes associations qui, dès que vous bougez un petit doigt dans le sens d'une plus grande maîtrise, font des procès médiatiques extrêmement difficiles, et les Français sont partagés sur ce sujet-là. Hein. Donc, tout ça, ça fait partie des choses. Et ça fait partie aussi des leçons que l'on peut tirer de l'expérience. J'ai la faiblesse de penser qu'on a fait plein de choses et des choses utiles, allant dans le bon sens, mais il n'empêche qu'on aurait pu faire encore davantage. Et vous savez, ce qui compte le plus en matière de gestion publique, c'est la rétrospective que je me fais, l'appréciation après une longue carrière au service de l'État, c'est de savoir ce qu'on veut. Hein. D'abord. Et quand on veut clairement les choses, on y parvient. Et justement, si, imaginez, là, vous revenez au pouvoir, vous êtes ministre de l'Intérieur et vous souhaitez et vous voulez diminuer l'immigration, comment feriez-vous? Est-ce que justement, il faudrait passer par la fin du financement de certaines associations, par un référendum? Quelle serait, à votre avis, la solution? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Imaginez qu'un gouvernement de droite soit élu demain. Quelle est, à votre avis, la voie à suivre pour éviter l'erreur? Alors, il faut effectivement, vous avez raison, de mettre de l'ordre dans les associations, et nous avions d'ailleurs commencé à le faire. Hein. Une secrétaire d'État très courageuse, Jeannette Bougrave, avait été affectée à cette tâche et a obtenu de premiers résultats qui étaient très, très encourageants. Très encourageants, ça veut dire deux choses. D'abord, ils étaient positifs, et puis deuxièmement, ils laissaient entrevoir d'autres possibilités. Hein. Mais on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Ensuite, ce n'est pas le sujet principal, me semble-t-il. Le sujet principal, c'est d'avoir un dispositif législatif qui soit adapté. Hein. Et je l'ai dit tout à l'heure, en matière d'immigration, ce qu'il faut, c'est nous donner les moyens de régler
la question de l'immigration familiale qui est beaucoup trop importante dans notre pays. Mais est-ce que vous pourriez l'obtenir sans le référendum, justement? Alors, la question, tout dépend de l'équilibre avec le Parlement. Si vous avez une majorité qui marche au pas ou au doigt et à l'œil, ça va. Sinon, pourquoi pas le référendum? Parce que je suis absolument certain qu'effectivement, la population française aujourd'hui, et tous les sondages le montrent, est extrêmement déterminée sur cette nécessité de maîtriser l'immigration. Et c'est pas seulement à cause des faits divers qui appellent l'attention sur le fait qu'on ne maîtrise pas bien l'irrégularité des séjours, etc., etc. C'est parce que profondément, la population française sent qu'il y a une part de son identité qui fout le camp. Et ça, elle ne le veut pas. Alors, vous avez écrit un livre il y a quelques années, Quelques vérités à vous dire, pour vous défendre au sujet de différentes affaires dans lesquelles vous avez été mis en cause. C'était pas seulement pour ça, mais c'était l'occasion de le faire. C'était aussi l'occasion de le faire. Première question, est-ce que vous pensez qu'il y a une justice politique en France? C'est le thème je le précise parce qu'on a reçu ici Régis de Castelnau, qui a écrit sur le sujet tout récemment et qui nous explique. Oui, j'ai lu son livre d'ailleurs, qui fait fureur dans les milieux judiciaires. J'y ai appartenu puisque j'ai été quelques années avocat et j'y ai gardé beaucoup de contacts. Et ce livre est très intéressant, notamment parce qu'il dit sur les affaires qui intéressent Nicolas Sarkozy ou son entourage, alors que Régis de Castelnau, chacun le sait, n'est pas du tout de notre bord. Il était l'avocat du Parti communiste, de la CGT, il ne se cache pas d'être un homme de gauche et même très à gauche. Bon, c'est très intéressant. Et cette analyse vaut d'être connue. Alors, je dirais qu'il y a une évolution préoccupante de la justice, en ce sens que la justice veut être reconnue comme un pouvoir, au sens où, constitutionnellement, le président de la République, le gouvernement, les assemblées sont des pouvoirs. La justice est une autorité. Bon, ça n'enlève rien à la noblesse de sa fonction dans une société, mais elle veut être un pouvoir. Et c'est dit de façon tout à fait officielle. Le procureur général près la Cour de cassation, lors de la dernière rentrée solennelle en janvier, a revendiqué que la justice soit un pouvoir. Et ça, c'est un premier point qui est préoccupant. Le deuxième point qui est préoccupant, je trouve, c'est que la justice, d'une certaine façon, intervient maintenant dans un domaine politique. Bon, c'est un secret pour personne que les modalités choisies par les autorités judiciaires à cette époque-là ont fait en sorte que François Fillon n'a pas été président de la République. C'est quand même extrêmement lourd. D'autres modalités d'examen auraient pu être retenues. Mais jamais dans l'histoire, on avait vu une telle vitesse de fonctionnement. Vous pensez que c'est venu plutôt du camp d'Emmanuel Macron, de Bercy? Je ne sais pas du tout d'où c'est venu, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est tout à fait clair et tous les analystes peuvent le constater, personne ne le conteste. Bon. De la même façon que, plus récemment, la condamnation en première instance, certes, mais quand même condamnation de Nicolas Sarkozy dans la fameuse affaire des écoutes téléphoniques, lui a barré définitivement, à supposer qu'il en a eu l'intention ou l'ambition, ce que je ne crois pas d'ailleurs, la perspective de briguer à nouveau un mandat présidentiel. C'est lourd quand même dans la vie d'un pays. C'est lourd quand vous voyez aujourd'hui l'absence de leadership à la tête des Républicains. Bon, on pouvait penser quand même que Nicolas Sarkozy pouvait être un recours. Bon. Et puis, troisièmement, la justice n'est pas la même pour tous. Régis de Castelnau le souligne de façon très claire dans son livre. Il y a une justice, je parle de la justice pénale, je ne parle pas de la justice civile, une justice qui s'applique à tout le monde, et puis une autre qui s'applique à Nicolas Sarkozy et à ses collaborateurs dont je m'honore d'être. Vous-même, vous avez été condamné dans une des affaires qui est pour détournement de fonds publics. Oui. Est-ce que vous récusez cette Oui, alors j'ai été condamné. Bon, moi, je suis respectueux des institutions. La condamnation est là. Mais j'ai été condamné, entendons-nous bien, à 2 ans de prison dans un enferme,
que je n'ai pas effectué parce que mon âge, etc., etc. Mais enfin, bon, conformément à la loi. Hein. Mais dans cette affaire-là, détournement de fonds publics, d'abord, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, hein, parce qu'on a l'impression que j'ai piqué dans la caisse. Hein. Bon. De quoi s'agit-il? Il s'agit, je ne suis pas un emploi fictif. Hein. À l'époque, je travaillais 16 heures par jour. On m'accuse, avec quelques autres collègues, membres du cabinet de Nicolas Sarkozy, au ministère de l'Intérieur, en 2003 et 2004, d'avoir bénéficié de primes en espèces. Bon. On ne nous a pas contesté le montant des primes. C'était un montant qui était tout à fait comparable à ce qui s'était toujours fait ou à ce qui était donné au directeur de cabinet et au directeur adjoint dans les autres ministères. On nous a simplement reproché de ne pas avoir utilisé le bon canal budgétaire. Bon. Mais cela, sans aucune base légale. Aucun texte ne l'interdisait. Et depuis des dizaines d'années, des dizaines de milliers de personnes avaient bénéficié de ces primes de la même façon. Au moment où nous avons été condamnés, il y avait encore des milliers de personnes qui bénéficiaient de ces primes. Pourquoi alors, pas de base légale. C'est quand même extraordinaire que dans un pays comme le nôtre, on puisse condamner sans base légale. Les magistrats disent, c'est là qu'on a une autre évolution qui est grave, c'est qu'ils font du droit. C'est pas de la jurisprudence. Hein. Ils font du droit normatif à partir de leur conception de la société. Et ça, c'est extrêmement grave. De la même façon qu'on n'a jamais tenu compte, lors de ma condamnation, de ce qui est un principe constant, universel, qui est celui de l'individualisation de la peine. C'est-à-dire qu'on m'a condamné comme si j'étais un voyou d'habitude, sans tenir compte qu'il avait pu m'arriver dans ma vie de faire des choses positives. Est-ce que la sévérité de cette peine n'était pas aussi peut-être liée au fait qu'on attend d'un commis de l'État une certaine exemplarité? Est-ce que vous ne pensez pas que ça a joué? Même si ça ne devrait pas jouer, mais peut-être... Oui, je pense c'est l'argument qui est mis en avant. Hein. Juridiquement. Et je le comprends d'ailleurs, parce que je crois que les hauts fonctionnaires, les commis de l'État, comme vous dites très justement, doivent être exemplaires. Oui, vous le dites clairement. Je le dis, il faut être exemplaire. Mais enfin, ils ne sont pas exemplaires, ils ne doivent pas être exemplaires au point de se voir appliquer des peines qui ne correspondent pas à des infractions. Et pourquoi ces primes, par exemple, étaient versées en liquide? Parce que c'était la tradition. Non, c'est spécifique au ministère. C'était spécifique au ministère de l'Intérieur. D'accord. Depuis 1906. Ah oui, ouais. D'accord. Et là aujourd'hui, c'est terminé. Alors c'est terminé. Oui. C'est terminé. Cette affaire y a mis un terme. Alors, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi en France une forme de corruption légale? J'entends par là, finalement, on n'a plus besoin. Là, je parle dans le cas de paiements illégaux, mais de valises ou de choses comme ça. C'est qu'aujourd'hui, on place dans tel ou tel poste, on crée des institutions sur mesure pour y mettre les copains. Est-ce que finalement, il n'y a pas, la France n'est pas profondément atteinte par la corruption, mais pas forcément où on le croit? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, j'appellerais pas ça de la corruption, parce que de la corruption, c'est un échange de quelque chose contre autre chose. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut observer tous un certain nombre de pratiques que l'on peut considérer objectivement comme étant abusives. Hein. Une fonction qui ne correspond à rien et qui est quand même rémunérée, ça tombe pas sous le sens quand même. Or, on en a souvent. Quelle est peut-être l'accusation qui vous a le plus blessé parmi celles qui vous ont été moi, faites? L'accusation, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de médiatisation aussi, ce qui est extrêmement pénible. Médiatisation organisée, hein, ne soyons pas dupes. Hein. J'en ai des démonstrations très, très claires. Et tout ça est extrêmement douloureux. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est d'être considéré comme quelqu'un qui pique de l'argent, alors que je n'ai jamais commis d'infraction d'aucune sorte de mon point de vue, et que j'ai toujours été d'une honnêteté absolument sans scrupules, si vous voulez. Hein. Et vous pensez que les attaques venaient scrupuleuses, je devrais dire, ouais. Totalement scrupuleuses. Les attaques venaient du camp adverse, disons, pour le dire la gauche, ou venaient de votre camp, à votre avis? Les attaques publiques sont venues de l'opposition à notre camp, ça c'est sûr.
Bon, certains à gauche que je pouvais connaître m'ont laissé entendre que à droite, certains étaient aussi à la manœuvre. Hein. Comment est-ce qu'on peut en arriver à oublier à ce point l'intérêt justement de l'État, le bien commun, au profit de et cette manipulation de la démocratie? Parce que si ce que vous dites est vrai, on a au fond une justice qui tronque qui abat la souveraineté populaire, encore une fois. C'est très grave, au fond, au-delà même des personnes je incriminées. pense qu'effectivement, il y a des sujets de préoccupation concernant la justice. Entendons-nous bien. Moi, je crois que la justice, c'est une fonction essentielle dans un pays, dans une démocratie, et c'est une fonction qu'il est très difficile d'exercer. C'est très difficile. Mais la justice est rendue au nom du peuple français. Et par conséquent, elle doit respecter scrupuleusement la loi, ce qui n'est pas toujours le cas. Et elle doit tenir compte de ce que les juristes d'autrefois appelaient l'ordre public. L'ordre public, ce n'est pas la paix dans la rue seulement, c'est l'équilibre de la société. Et je pense que la justice devrait être plus circonspecte à l'égard de la mise en cause des responsables politiques. En l'espèce, ce n'est pas comme responsable politique que pour ma part j'ai été mis en cause. Parce que il est grave qu'un pays finisse par n'avoir plus confiance dans ses responsables politiques. Des responsables que le pays a élus au demeurant. C'est quelque chose qui est grave pour le fonctionnement des démocraties. Mais il faut qu'elle soit circonspecte à cet égard. Il faut qu'elle soit circonspecte pour une autre raison. C'est sa propre protection et par conséquent la protection de sa fonction dans la société et dans le pays. Parce qu'on en arrive aussi, à force de choses de ce genre, à ce que le peuple français n'ait plus confiance dans la justice. Là aussi, il y a des sondages qui sont absolument éloquents. Je crois que c'est 80% des Français, ou 76%, qui n'ont pas confiance dans la justice pénale. C'est quand même grave. Au sommet de l'État, vous avez observé dans le passé, ou même aujourd'hui peut-être davantage, une forme de mépris pour les Français, une forme ou d'incompréhension. C'est parfois ce que, en tout cas, les Français ressentent. Non, enfin... Ou de déconnexion. Je pense à la taxe carbone. Pardon ? Je pensais par exemple à la taxe carbone. Faut-il mal connaître la France pour imaginer Oui. Et donc, ça veut dire une déconnexion totale vis-à-vis du moi, de façon générale, j'ai toujours, dans les fonctions que j'ai occupées, alors on dirait que dans les fonctions préfectorales, vous êtes sur le terrain, donc vous êtes en permanence avec les gens, vous vivez avec eux, vous les entendez, vous savez ce qu'ils pensent, quelles sont leurs attentes et tout. C'est très spécial. Mais dans les ministères, j'ai peut-être eu de la chance parce que j'étais avec des ministres qui étaient très en phase avec leur population. Christian Bonnet, il y a bien longtemps, qui est récemment décédé, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Louis Debré, Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, c'était des gens qui comprenaient leur pays. Mais je dois dire que l'affaire de la taxe carbone, on peut dire que c'est aussi l'affaire des Gilets jaunes, c'était le déclencheur. Bien sûr, c'est quand même une affaire, idéologico-technocratique invraisemblable. Parce que, manifestement, ceux qui ont lancé cette augmentation de la fiscalité sur les carburants, au motif de la lutte contre le climat, contre la dégradation du climat, ont complètement perdu de vue, pour des raisons idéologiques, parce que pour eux, il y avait quelque chose qui comptait et le reste ne comptait pas, la réalité de la vie des Français. La réalité de la vie des Français, c'est que beaucoup sont à 100 € près par mois. Et que l'ouvrier d'usine qui habite, je dis n'importe quoi, dans le Morbihan, et qui habite à la campagne,
parce que là, il peut se loger parce que c'est moins cher, mais qui va travailler à la ville et fait 20 km dans chaque sens tous les jours, il ne peut pas y aller en trottinette. Hein. C'est ça qui a été... Et on trouve d'autres exemples. C'est une déconnexion totale. Il y a des Français qui ont du mal à joindre les deux bouts. Hein. Il faut le savoir. Et il y a des territoires qui se sentent en perdition. Des territoires où, par ailleurs, je puis en parler, parce que l'essentiel de ma carrière, enfin, la moitié de la carrière s'est faite quand même en province, dans des territoires. Il y a des richesses de compétences, de talents, d'initiatives qui sont extraordinaires, mais dont Paris ne se soucie pas. Hein. Je me souviens, quand j'étais à l'Élysée, une petite chose que j'ai faite, dont je suis très fier, hein, c'est que j'ai réussi à convaincre mon ami Augustin de Romanet, qui était à l'époque directeur de la Caisse des dépôts et consignations, de créer un fonds qui était de quelques dizaines de millions seulement, hein, mais quand même, c'était un début, pour accompagner les initiatives économiques dans les territoires. Bon, c'était pas dépenser de l'argent pour rien, c'était des investissements. Mais ceci dit, le niveau de décision des banques fait qu'on ne prend jamais en considération les initiatives qui peuvent naître dans de tel ou tel bassin d'emploi à 600 km de Paris. C'est qu'il n'y a rien de spécial, puis que de toute façon, ces gens-là, comme ils sont loin, on ne tient pas compte. Hein. C'est la mondialisation. Bon, la mondialisation, à mon sens, c'est largement inéluctable. Mais enfin, on peut quand même faire des choses chez nous et accompagner les talents. Claude Guéant, tout à l'heure, on parlait du cardinal. Oui. Et là, j'ai pensé au duc de Guiche, oui. en évoquant, et à ce très beau passage où il repense à ses années de grandeur. Il parle d'un bruit d'illusions sèches et de regrets. Quelles sont les illusions peut-être que vous avez perdues dans ces années de pouvoir et quels sont vos regrets? Mes regrets, c'est de ne pas en avoir fait assez, hein, en sachant que les journées n'ont que 24 heures, hein, et même un tout petit peu moins, et puis que les circonstances ne permettent pas de faire tout ce qu'on a envie de faire, et puis que on apprend beaucoup de la pratique et que on ferait mieux après qu'on ne faisait avant. Hein, bon, tout ça. Cela étant, j'ai gardé, puisque vous évoquez la perte des illusions, un enthousiasme tout à fait intact. Hein. Je pense que... Alors, ce qui est terrible, hein, c'est que quelque énergie que vous mettiez, quelque conviction que vous avez de faire des choses utiles, d'aller au-devant des attentes des Français, etc., il faut toujours recommencer. Il y a toujours à faire, ne serait-ce que parce que le monde change. Hein. Donc il y a toujours à faire. Quel est l'homme que vous avez le plus admiré, ou les quelques personnes au cours de votre carrière que vous avez rencontrées, que vous avez le plus écoutez, admiré? vous ne serez pas surpris de dire que c'est bien évidemment Nicolas Sarkozy. J'ai travaillé avec lui pendant 10 ans. Hein, et je dois dire que même s'il n'a pas tout fait tout bien, même s'il n'a pas fait autant qu'il aurait voulu, même s'il n'a pas fait autant que les Français en attendaient, ça il le sait bien. C'est quelqu'un qui est sans arrêt en mouvement, qui veut toujours faire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, etc., qui se sent coupable dès lors qu'il s'arrête un instant de travailler, et ça, c'est phénoménal. Vous avez pris des coups, bien sûr. J'en reviens un peu au regret, bien sûr, de ne pas avoir fait, mais est-ce que vous pourriez envisager de vous engager en politique à nouveau, ou est-ce que les coups étaient trop durs? Écoutez, je dirais que de toute façon, tout a été fait pour que je puisse plus m'engager, hein, puisque, soyons réalistes, soyons lucides. Bon. Et puis par ailleurs, j'ai mon âge quand même, hein, j'ai aujourd'hui 76 ans, même si j'ai gardé un peu de santé, et un peu de peut-être de capacité intellectuelle, même si je suis sûr que je pourrais encore rendre service. Bon, je suis raisonnable, hein, il faut faire la place à de plus jeunes aussi. Hein. Mais je ne serai jamais hostile à donner un coup de main. Est-ce que vous ne trouvez pas la droite un peu ringarde quand elle continue à parler de front républicain ou de cordon sanitaire? Est-ce qu'on ne vit pas dans la malédiction c'est pas qu'elle est ringarde, puis... c'est que, à mon avis, elle nie sa propre identité.
Je veux dire par là que, je veux bien que vous faites allusion. Oui, je parle du cordon sanitaire. Du cordon sanitaire à l'égard du Rassemblement national. Ça, qui n'est pas du tout appliqué à gauche. La gauche dialogue avec tous ses courants, et à droite, en revanche, il y a une séparation qui a été inventée en quelque sorte par je veux dire que lorsque la droite tient ce type de discours, elle nie sa propre identité, en ce sens qu'il faut qu'elle se batte sous ses couleurs, et que, comme nous l'avions fait en 2007 avec Nicolas Sarkozy, elle convainc les électeurs du Rassemblement national que, chez elle, il y aura plus d'espoir, il y aura plus de satisfaction. Alors ça veut dire aussi avoir des propositions qui soient claires, des propositions intelligibles, des propositions qui soient autre chose que des incantations et qui convainquent les gens qu'elles sont susceptibles d'être mises en œuvre et radicalement et rapidement, travail qui, à ma connaissance, doit encore être fait. François Hollande avait évoqué une partition au sein du territoire français, je crois qu'il évoquait la Seine-Saint-Denis. Gérard Collomb est parti, a quitté son ministère, disant, eh bien, les Français étaient côte à côte, demain ils seront face à face. Oui. Est-ce que vous craignez une guerre civile, ou en tout cas des mouvements très durs dans les années à venir, et comment faire pour y échapper ? Bon, je ne pense pas que le pire, à savoir une guerre civile, soit vraisemblable. Mais on sent bien que quand même, de temps en temps, on est dans des tensions extrêmes. Et il n'y a qu'une solution, je le répète, c'est de tout faire pour que l'assimilation des populations qui viennent d'ailleurs se fasse vraiment. Et là, il faut tous s'y mettre. Bon, on a évoqué tout à l'heure l'éducation nationale par un autre biais. Mais moi, je me souviens, j'étais ministre de l'Intérieur. Pour faciliter l'assimilation, j'avais triplé, bon, ça n'arrivait pas à des sommes fantastiques, mais quelques dizaines de millions, les crédits de mon ministère pour faire de l'enseignement du français. Vous croyez que ce n'est pas à l'éducation nationale d'enseigner le français plutôt qu'au ministère de l'Intérieur, C'était quand même incroyable. Bon. Donc il faut tous s'y mettre. Et favoriser l'assimilation et puis maîtriser les arrivées. Parce que l'immigration incontrôlée, l'immigration non maîtrisée, ça veut dire que les communautarismes se renforcent sans arrêt. Et ces communautarismes nourrissent d'ailleurs, non pas des prémices de guerre civile, mais des hostilités entre les uns et les autres qui se font parfois extrêmement fortes et brutales. Et ça, c'est pas possible dans un pays comme le nôtre. Il faut que la recherche d'unité prévale. Mais là aussi, je reviens à cette question de l'assimilation. Elle n'est pas seulement linguistique, l'assimilation. Il faut aussi que l'assimilation soit dans les mœurs. Il faut que les principes républicains, comme on dit, soient observés par tous, soient respectés. C'est qu'ils ne sont pas toujours. Et là encore, il y a une loi récemment qui a changé de nom, je crois que c'est pour renforcer les principes républicains, après que ça a été loi contre les séparatismes, mais on ne va pas assez loin. On ne va pas assez loin sur les mécaniques, par exemple. Ça rejoint une question que nous avions, les expulsions du territoire, pas les reconduites à la frontière de personnes, mais les expulsions pour des raisons d'ordre public. Bon, le texte n'y a pas touché, alors que je sais d'expérience que le texte actuel n'est pas suffisant. On n'interdit toujours pas la vente de littérature djihadiste dans les supermarchés. On n'interdit toujours pas la vente de voiles intégraux pour les petites filles dans les commerces. Bon, on ne va pas assez loin. Et puis, plus fondamentalement, la question est culturelle. Il faut donner un projet à ces gens, il faut les faire adhérer au projet national. Et je veux dire que ça servira bien les Français aussi, d'ailleurs. Et ça, on ne le fait pas. Vous savez, on riait autrefois parce que dans les territoires français, outre-mer, on appelait, les livres d'histoire appelaient les écoliers à dire nos ancêtres les Gaulois. C'est un peu ridicule, évidemment.
Mais ça voulait dire que les élèves qui disaient cela se replaçaient dans un récit national. Ils héritaient d'un pays qui a fait des choses quelquefois qui n'étaient pas bien, quelquefois remarquables ou exceptionnelles. Et ils héritaient d'une culture, ils héritaient d'une identité. Et ça, il faut le recréer. Et là-dessus, la loi ne dit rien du tout. Et pourquoi pas, j'y reviens, mais un référendum. On a parfois oui, pourquoi pour pas, retrouver l'unité nationale. Pourquoi pas. Bon, les questions en matière de référendum ne sont pas faciles à formuler. Bien sûr. Mais ce serait peut-être un moyen. Pourquoi est-ce que c'est si peu utilisé ? Oui, alors le référendum fait peur à tous les responsables politiques parce que, comme ils le disent tout le temps, les Français ne répondent pas à la question, mais répondent à celui qui la pose. Et comme généralement ils se lassent assez vite des gouvernants après quelques années d'exercice du pouvoir, c'est toujours très très risqué. Ce sont souvent des réponses de mauvaise humeur. Mais effectivement, on peut. Alors ça, vous évoquez là autre chose qui est très important, c'est que clairement, les Français, à l'égard de la démocratie, ont un certain nombre de réticences et ils ne se satisfont plus de voter une fois tous les 5 ans pour le président de la République ou bien pour les députés. Ils voudraient être associés plus souvent. Alors comment les associer ? Je pense qu'on pourrait avoir des référendums d'un autre genre, qui ne seraient pas au sens de l'actuelle Constitution, mais qui seraient des référendums au sens suisse du terme, c'est-à-dire sur des sujets éventuellement compliqués. Et il est arrivé qu'on ait des sujets compliqués quand on nous a demandé notre avis par référendum sur Maastricht. Bon, je doute que les Français aient lu les 80 pages du traité qu'ils ont tous reçus. C'était un sujet compliqué. Mais on peut avoir sur des sujets qui interpellent la population, des référendums, oui, la consultation. Et pour conclure, Claude Guéant, qu'est-ce que vous diriez, quel conseil donneriez-vous à votre candidat idéal là, s'il se présentait en 2022 ? D'abord, je voudrais bien un candidat idéal. Et puis ensuite, ce que je dirais, c'est, ça rejoint tout à fait ce que nous avons dit, rendez-nous notre identité. Notre culture, notre histoire, nos paysages, notre ambition collective, notre volonté de dépassement ou de rayonnement. Eh bien, merci Claude Guéant. Je vous en prie. Merci pour cette interview. On était très heureux de vous recevoir et merci à tous qui nous avez écoutés. Vous vous souvenez que vous pouvez podcaster cette émission, n'hésitez pas. Donc, on peut être écouté sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et puis, continuez à partager cette vidéo, à la commenter et à vous abonner surtout. Et très, très bon dimanche à vous tous. Livre Noir, c'est votre média. Une formule élégante qui, en 3 mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une 30aine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web TV. Pourquoi ? Pour être la grande peur des bien-pensants. Pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà.